Lundi 22 octobre 2018, à nouvelle semaine sur le grand rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Alors, quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble à travers la météo. Nous aurons 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Le numérique concerne aussi les plus jeunes et plutôt ils sont initiés, mieux c'est. On en parle avec l'expert du jour. Comment obtient-on la carte d'identité au Bénin? Autant savoir vous donne la réponse dans un instant. Commission baleinière internationale, un creuset pour protéger les mammifères marins et côtiers. Amandine Agnambossou et son invité nous en parlent un peu plus amplement dans Nature et Bien-être. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Amandine Agnambossou est déjà là. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Ce soir, on se propose de vous parler du cœur. Les maladies liées à cet organe sont les premières causes de décès dans le monde. La prévention, seule alternative qui nous permet d'être à l'abri. Il est donc important d'agir sur les facteurs de risque. Bonne nouvelle pour les handicapés moteurs ou les personnes amputées. Des prothèses sont désormais disponibles au Bénin pour faciliter le déplacement. Et puis le fromage à base de soja remplace progressivement la viande et le poisson. Tenez-vous bien, sa préparation est laborieuse. Tous les détails dans le 19h45. Merci à vous, Amandine Agnambossou. On vous donne rendez-vous à 19h45, mesdames et messieurs, pour le journal. Mais vous allez la retrouver de ce côté-ci pour la rubrique Nature et Bien-être. Le premier plateau du grand rendez-vous s'installe donc. Voilà, vous l'avez compris, le premier plateau Nature et Bien-être, on démarre. On parle Commission baleinière internationale, un creuset pour protéger les grands mammifères. Non, beaucoup plus les mammifères marins et côtiers. Amandine Agnambossou est là, son invité aussi est là. Je vous présente d'abord son invité, José Abodrenou, directeur de Nature Tropicale. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Pour parler encore de baleines, je suppose. Bien sûr, oui. Vous en avez là, vous n'en avez pas apporté? Les baleines trop sont lourdes. dans la nature. Elles sont trop lourdes elles sont pour trop être... belles. Oui, effectivement. Elles sont trop belles, les Elles baleines. offrent de très bons spectacles. Alors, Amandine Agnambossou, vous avez du spectacle pour nous ce soir encore avec les baleines ou pas? Bien sûr, Agnat Bello, bonsoir. Bonsoir. Mais je rectifierai rapidement. Monsieur Bodirenou préfère Joséa Dossou Bodirenou. Bien sûr. D'accord. Donc, voilà son nom complet. Joséa Monsieur Dossou Bodirenou, oui. Et Monsieur Bodirenou, c'est quoi la Commission baleinière internationale? Comme toutes les conventions internationales, et pour les mammifères les plus grands, c'est-à-dire les animaux les plus grands qui existent encore au monde, les baleines en sont ces espèces. Et il est mis en place depuis plusieurs années, après la Première Guerre mondiale, la Commission baleinière internationale.
La Commission baleinière internationale, c'est l'instance qui veille sur ces mammifères marins et côtiers et qui travaille régulièrement pour aider à connaître les stocks, à évaluer les menaces et faire des propositions d'action pour que ces ressources soient durablement gérées à travers le monde. Et quand on parle de mammifères marins côtiers, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce Oui. que c'est seulement les baleines? Non, et effectivement, quand on parle de mammifères marins et côtiers, il y a plusieurs espèces de mammifères. Mais la Commission porte le nom des baleines parce que c'est les plus grandes. C'est peut-être les plus remarquables. Les plus remarquables, les plus majestueuses qui existent, mais ça prend en compte les dauphins. Hein? Et beaucoup de gens voient des dauphins à la télévision et autres, mais chez nous aussi on peut voir des dauphins. Les dauphins sont pris en compte, les marsouins, les orques polaires, même le lamantin est pris en compte et les au niveau requins? Non, les requins ne sont pas dedans. Hein? Pourquoi? Non, et les requins sont considérés, nous parlons ici des mammifères. Okay. Les requins sont des poissons. Voilà. Vous voyez, dans le règne animal, selon la classification scientifique, il y a différents groupes. Quand on parle du groupe des reptiles, les reptiles, on voit, pour le commun, on voit seulement le serpent. Non, les magouillas, les varans, les crocodiles, même les tortues marines ou tortues terrestres sont des reptiles. Maintenant, après les reptiles, nous avons les oiseaux. Il y a des milliers d'espèces d'oiseaux, que ce soit terrestres, d'eau douce ou marins. Il y a aussi les mammifères. Nous avons les mammifères qui vivent dans l'eau, exclusivement dans l'eau. C'est comme les baleines, les lamantins par exemple, c'est les mammifères. Et là, ici, on parle des mammifères. Et bien, au niveau terrestre, forestier, nous avons le lion, nous avons les antilopes, nous avons les éléphants, tout et tout. Voilà, c'est comme ça que c'est un peu classique. Oui, c'est bien ça. Oui, c'était opportun. C'était opportun pour que les gens fassent un peu la différence entre... Mais c'est vrai qu'on a tout fait de classer le requin dans le mammifère. Oui. Non, les requins sont des poissons. Et les hommes sont des mammifères. Ce qui c'est-à-dire, au niveau des mammifères, c'est des animaux ou des humains. C'est-à-dire humains qui ont des mamelles. C'est des animaux qui ont des mamelles et qui donnent du lait à leur bébé. Donc cette commission a été créée parce que des menaces pèsent sur ces mammifères marins. Quels sont Vous savez, dans les environs des Premières Guerres mondiales et autres, une grande industrie s'est développée autour des animaux les plus grands au monde, qui sont les baleines. Les baleines étaient tuées premièrement pour l'extraction d'huile. Est-ce que vous savez que l'huile de baleine a été utilisée pour faire fonctionner des moulins? Vous voyez, aujourd'hui, nous avons du fouel, nous avons du gasoil et autres, mais entre-temps, l'huile est tirée même des animaux pour servir à l'industrialisation. Voilà. Et en dehors de l'utilisation de l'huile au niveau des baleines, la viande était consommée. Et il est arrivé à un moment où les scientifiques ont fait des travaux de recherche et qui ont démontré que le stock était en train de baisser drastiquement. Ce n'est pas tout le monde qui avait la facilité de tuer un animal qui pèse déjà à la naissance 1,5 tonne. Et à l'âge adulte, va jusqu'à 30-40 tonnes. Ce n'est pas n'importe qui pourrait tuer ça. C'est sûr que sous nos cieux, on ne dispose pas des moyens pour le faire. Et là, pendant longtemps, des grandes industries, des pays développés, que ce soit d'Europe ou d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, se sont construits autour de l'exploitation de ces ressources. Et là, le stock a commencé par diminuer. Et là, il fallait faire quelque chose. Sinon, on risque de tout perdre. Bon, rien n'avait été fait, et après, on entend l'histoire des dinosaures. On a entendu parler, on n'a pas vu. Mais on risque d'avoir les mêmes phénomènes si rien ne se faisait. Et là, dans les années 1945-46, il a été décidé de mettre en place cette commission pour que la commission puisse veiller à voir ce qui se passe au niveau des stocks et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour les utiliser de façon durable. Ainsi, dans les années 86 et autres, il y a la commission voyant le fait que ces animaux risquaient de disparaître, certaines espèces risquaient de disparaître, a essayé de mettre en place. Ça a été voté. Aujourd'hui, il y a près de 86 pays qui sont membres, mais les pays se réunissent pour décider du sort de ces animaux. Seulement des pays côtiers ou bien... Non, ce n'est pas seulement des pays côtiers, parce que ce n'est pas dans les pays, c'est pas proche des pays côtiers qu'on a seulement les mammifères marins et côtiers. Nous avons le lamantin, par exemple. Si on vous dit que le Mali
est membre de la Commission baleinière internationale, ça surprend. Oui. Parce que le Mali, c'est un pays de l'interland, sahélien pratiquement, mais membre de la Commission, ça pourrait... Mais ça se justifie du fait qu'il y a des lamantins qui existent au Mali. Et là, dans les années 86, il a été décidé de mettre en place, voter et promulguer au niveau de cette commission la mise en place d'un moratoire contre la chasse commerciale des baleines. Et depuis ce temps, normalement, on a constaté que quand la chasse commerciale a été interdite, des stocks ont commencé par se renouveler sur certaines mers. Au niveau de certains écosystèmes, le stock a commencé... Dans certaines eaux, le stock a commencé par revenir. Alors qu'il y a des pays qui volontairement ne reconnaissent pas ce moratoire ou qui continuent à faire la chasse commerciale. Oui. Et là, la rencontre de Florianopolis était une occasion. C'était la 67e réunion de la Commission baleinière internationale, qui était une occasion pour que des commissaires, et au niveau de la Commission, le pays est représenté par un commissaire, mais avec... Qui représente le Bénin? Le Bénin est représenté par le ministère de l'Agriculture à travers la direction des pêches. Aujourd'hui, c'est la direction de la production halieutique. Et c'est cette direction qui représente le Bénin au niveau de la commission. Et là, chaque pays a un commissaire officiellement, mais peut avoir des experts qui accompagnent le commissaire, qui donnent des conseils, et même des chercheurs indépendants, des universitaires peuvent participer en tant qu'observateurs. Et c'est ainsi que du Bénin, nous avons l'ONG Nature Tropicale et Eco-Bénin qui ont participé en tant qu'observateurs pour voir un peu, pour apporter notre contribution aux discussions. Et quelle a été cette contribution? Et la contribution, c'est quoi? C'est que nous avons commencé un travail d'abord localement pour faire du plaidoyer sur la préservation des ressources marines en général et surtout des baleines. Vous savez, depuis pratiquement 18 ans, le Bénin a été confirmé au Bénin la présence des baleines. Les baleines existaient depuis, mais il y a 18 ans, c'est-à-dire dans les années 2000-2001, les activités développées par certaines institutions. Il y a l'université d'Abomey-Calavi, l'université nationale du Bénin en son temps, la direction des pêches, le centre océanographique et certaines ONG dont Nature Tropicale ont participé à faire des études en mer pour évaluer la présence de ces baleines avec des pêcheurs. Et les résultats étaient vraiment concluants. Et depuis ce temps, en 2002, le Bénin est devenu à part entière membre de la Commission baleinière internationale. Et là, la contribution que nous pensons avoir apportée, c'est de... Est-ce que vous pouvez constater que dans cette réunion où il y a plus d'une quarantaine d'ONG représentées, à part les pays, on a 86 pays qui sont membres, mais il y a près d'une quarantaine d'ONG qui étaient sur place, mais sur les 40 ONG, il n'y avait que 2 ONG africaines, et ces 2 ONG viennent du Bénin. Ça veut dire que... Comment cela s'explique? Ça s'explique du fait que la société civile est en train de faire un travail formidable pour accompagner le gouvernement dans ses actions. Aujourd'hui, le Bénin veut créer ce qu'on appelle des sites balnéaires. C'est-à-dire que valoriser notre côte et permettre à ce que le tourisme se développe. Mais tout cela ne peut se faire sans la préservation des ressources qui sont là. Il faut intégrer l'écotourisme dans le tourisme. Non, ce n'est même pas discutable. C'est que quand vous dites que vous voulez aménager la côte et vous faites fi de la présence de la mangrove, par exemple, le touriste ne vient pas seulement, la plage est belle, mais aussi veut encore avoir autre chose. Oui, voilà. Et là, en associant l'écotourisme, c'est-à-dire la préservation des ressources, et ça attire plus du monde. Et maintenant, prendre l'écotourisme baleinier, mais je crois que c'est un facteur très déterminant, parce que tous les pays n'ont pas cette chance. Et nous l'avons. Et pendant pratiquement 18 ans, nous avons travaillé sur ça. C'était important pour nous qu'on fasse le nécessaire pour montrer ce n'est pas seulement la position du Bénin, mais la position de l'Afrique. Parce que ce qui se passait, c'est que malheureusement, nos États ne sont pas assez sensibilisés pour voir l'importance de ces choses. Voilà. Et il fallait que des voix viennent de l'Afrique pour montrer que même si nous ne consommons pas les baleines en tant que viande, mais les baleines peuvent apporter beaucoup au développement de nos pays. Donc, en résumé, la mise en place de cette commission a permis quand même de protéger ces mammifères marins. Bien sûr, bien sûr. Si on considère que, entre-temps, le moratoire est pris
pour limiter la pêche commerciale, même si ce n'est pas totalement respecté, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, des stocks ont commencé par se rétablir. Ça veut dire que dans certaines zones, on a constaté que les baleines sont devenues plus nombreuses et aujourd'hui, l'écotourisme développe vers cela. Et là, je crois que c'est quelque chose à encourager. Merci Josiane Boudrenou. Merci à vous, Amandine Agnambassou. Le plateau était très intéressant. C'est comme d'habitude avec M. Boudrenou. Par la protection des mammifères. Ils ont encore de très beaux jours devant eux, justement, grâce à cette commission baleinière internationale. C'est ce qu'on retient de ce plateau de nature et bien-être qui cède place à Autant Savoir. Alors, comment obtient-on la carte d'identité nationale au Bénin? On y répond à travers Autant Savoir, mais ce sera tout juste après avoir suivi ce reportage de Marcel Betoro. Établir un papier administratif, passer une frontière ou effectuer des opérations bancaires nécessite la présentation d'une pièce d'identité. Au Bénin, en dehors du passeport, la carte d'identité reste la seule pièce officielle valable. Pour l'établir, un dossier bien détaillé est exigé. Lorsque vous voulez vous faire établir la carte nationale d'identité, vous devez fournir l'extrait de l'acte de naissance, légalisé bien sûr, plus la souche de l'acte de naissance. Après, vous allez fournir le certificat de possession d'État. C'est ça qui va préciser que vous vivez dans tel quartier du littoral. Après cela, vous allez fournir 2 photos d'identité à fond blanc. Et si vous êtes médicalement autorisé à porter des verres, donc vous fournissez le certificat médical. En dehors de ça, il y a les frais d'établissement qui s'élèvent à 2400 francs. Toute personne, béninoise de naissance ou naturalisée béninoise, peut faire une demande et obtenir sa carte d'identité. Le processus est spécifié. Quand vous venez à la préfecture de Cotonou, à l'entrée, nous avons mis la liste des pièces à fournir pour se faire établir, renouveler ou avoir duplicata. Et à partir de ce point, vous rentrez dans une règle métallique. Une fois la prise de la taille et des empreintes, vous avez des points focaux installés dans le rôle qui s'occupent de remplissage de fiches prédéfinies. Une fois cette fiche est remplie, le soir, nous faisons le point et on achemine ces dossiers vers la direction départementale de la police républicaine. Le même processus de fonctionnement se passe au niveau de la mairie. Et le soir, ils acheminent également tout leur dossier au niveau du chef service de la carte nationale d'identité de la préfecture de Cotonou qui apprécie et achemine également ces mêmes dossiers au niveau de la police républicaine. Dans les délais de 72 heures, les cartes sont éditées par cette société et retournées à la préfecture. Les dossiers non acceptés sont renvoyés encore au service de la carte nationale d'identité. Au Bénin, l'âge requis pour obtenir sa carte d'identité est 18 ans. Mais pour des raisons connues, l'établissement de la carte d'identité au moins de 18 ans est autorisé. Il arrive que des enfants moins que cet âge viennent faire de pièces d'identité pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'on veut faire voyager l'enfant mineur, on peut passer. Ou peut-être il y a un examen à caractère international ou national qu'il veut passer, il peut passer aussi pour faire. Mais, comme je l'avais dit plus haut, sur présentation de l'autorisation parentale. La carte d'identité est une pièce obligatoire pour un bon citoyen qui veut jouir de ses droits et accomplir ses devoirs. L'obtenir de façon frauduleuse peut exposer son auteur à des sanctions prévues par la loi. Voilà, Marcel Betoro, merci à vous pour ce reportage. Je crois que je vais rebondir sur votre mot de fin avec notre invité sur ce plateau, Augustin Alokmon. Vous êtes chargé de la communication de la préfecture de Cotonou. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors, Marcel Betoro revient à la fin sur
le risque, en tout cas les désagréments qu'encourent ceux qui essaient d'obtenir la carte d'identité de façon frauduleuse. Est-ce à dire qu'il est arrivé qu'on ait des personnes qui ont eu des cartes d'identité mais qui ne proviennent pas de la préfecture? Pour répondre à cette question, d'abord je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre préfecture sur ce sujet-là. On n'a pas encore enregistré de pareil cas. Toujours est-il que lorsqu'au cours du processus d'établissement de la carte d'identité, après l'identification en présence des pièces que le directeur départemental de la police républicaine a citées, à savoir la souche de naissance, l'acte de naissance, la preuve de profession, certificat de possession d'État et les 2 photos d'identité, il y a un contrôle qui s'opère au niveau de la police. Et ce sont les officiers de police judiciaire qui ont cette habileté à juger de telle pièce est authentique, est juste et vraie pour faire office de pièce valable, pouvant entrer en ligne de compte pour l'établissement d'une carte d'identité. Donc, à leur niveau, il se peut. Si vous permettez, on va y aller au pas à pas, au cas par cas plutôt. Quand il y a des pièces qui ne sont pas valides ou qui sont justifiées, qu'on trouve frauduleuses ou pas, qu'est-ce qu'on fait? On rejette juste la demande ou bien il y a autre chose? Bon, dans notre processus, pour ce qui est de notre responsabilité, lorsque vous demandez l'établissement de la carte d'identité et qu'il y a une pièce qui n'est pas authentique, ou qui n'est pas valable, on vous appelle. Et là, c'est l'une des innovations que le préfet du littoral a apportées dès sa prise de fonction. On vous appelle, on vous dit telle pièce n'est pas authentique. Vous voudrez bien saisir le tribunal compétent de votre territoire de naissance et dans ce cadre-là, vous commencez la procédure au niveau du tribunal et c'est en ce moment-là, vous revenez avec une décision du tribunal et là, on peut vous établir la carte. Toujours est-il qu'on n'a pas de carte établie qui ait porté la signature du préfet et qui ne soit pas établie à notre niveau. Parce que l'imprimerie qui le fait a une signature donnée, une marque donnée, et je trouve qu'il serait difficile de l'établir de cette forme-là pour le faire, pour la rendre valable. Donc pour vous, pour l'instant, dans les conditions où tout se passe, c'est presque impossible de frauder avec une carte d'identité. Je ne dirais pas que c'est presque impossible, mais les fauteurs de troubles sont capables de tout. Mais nous, on n'a pas encore enregistré ce cas à la préfecture de Cotonou. D'accord. Revenons maintenant sur ceux qui peuvent demander à avoir une carte d'identité. Tout Béninois, ceux qui sont de naissance béninois ou ceux qui ont acquis la nationalité par certains liens, que ce soit le mariage, la naissance, même si on n'est pas... Et des résidents qui ne sont pas... Des résidents naturalisés. Des résidents naturalisés. Et dans ce cas, il vous est exigé le certificat de nationalité. Parce que c'est la seule preuve qui atteste que vous bénéficiez ou vous jouissez de la nationalité béninoise. Et lorsque vous enjoyez cette pièce-là, en plus des pièces classiques, à savoir l'acte de naissance et la souche et tout le reste, on peut vous établir. Mais pourquoi on exige la souche si on a déjà l'acte de naissance? On exige la souche parce qu'il est très facile au Bénin de se faire établir un extrait d'acte de naissance. L'extrait d'acte de naissance, lorsque vous vous rendez dans une mairie, il est très facile de vous taper, même loin d'une mairie, sur un ordinateur, extrait d'acte de naissance, numéro, on invente un numéro de son choix et on attribue à la pièce et on imprime. Et là, ça porte toutes les mentions, toute la nomenclature que cela devrait avoir, que ce soit département, commune, arrondissement et tout le reste. Mais au fond, cette pièce n'est pas authentique. C'est pourquoi on exige que l'on aille chercher la souche. Parce que la souche, dès votre naissance, après la déclaration de naissance, elle est directement établie dans votre commune, là où vous êtes né. Mais ce n'est pas forcément pratique pour ceux qui en ont besoin peut-être légèrement. Vous imaginez quelqu'un qui est né à, je dis tout et n'importe quoi, hein, quelqu'un qui est né à Tchoumi et qui veut se faire établir sa carte d'identité ici. C'est pas évident s'il lui faut aller chercher la souche. Ce n'est pas aussi compliqué que l'on pense. Moi, par exemple, je voulais établir le passeport il y a de cela 2 ans. J'avais envoyé une souche qui est bien valable, mais légalisée il y a de cela 5 ans. On m'a exigé que je présente une souche récemment légalisée. Il a suffi que j'appelle ma commune de naissance, je donne l'année de naissance en plus du numéro du volet qui est avec moi et on cherche en moins de 24 heures. Le lendemain, on m'a envoyé, par Tassiman, on m'a envoyé la souche. Donc, ça, c'est une belle astuce hein, que vous partagez là avec les téléspectateurs. En réalité,
ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on demande la souche, les gens pensent que c'est impossible. C'est contraignant. C'est contraignant, c'est vrai que c'est contraignant, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous appelez votre commune de résidence, soit un parent, un ami, qui que ce soit, ou même un contact à cette mairie-là, vous donnez l'année de naissance et un numéro qui est inscrit sur votre volet. Vous donnez ce numéro, on peut aller toucher ça rapidement, vous photocopiez, légaliser, vous envoyez ça. D'accord. Alors, ça a été dit dans le reportage aussi, l'âge requis, c'est 18 ans. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que c'est souvent à 18 ans qu'on a sa carte d'identité? Bon, dans notre droit positif, ou pour ce qui est de nos habitudes réglementaires, lorsque vous n'avez pas encore 18 ans, on suppose que vous êtes encore mineur ou vous êtes mineur et vous êtes sous la responsabilité d'un tuteur ou d'un parent. Et dans ce cas, pour établir, puisque la carte vous tient d'une manière ou d'une autre responsable de vos faits, ça renseigne sur vous, votre identité. Donc c'est pour cela, lorsque vous n'avez pas encore l'âge majeur, on exige que celui sous qui vous êtes, celui qui est votre tuteur ou votre parent, autorise cet établissement-là. Et là, il y a une autorisation parentale qui s'établit et ce dernier signe et vous autorise maintenant à vous faire établir cette pièce. Alors, est-ce qu'il y a une protection des données personnelles? Parce que là, voilà une structure qui collecte massivement des données personnelles de presque toute une population. Est-ce que véritablement la protection des données personnelles y est? La protection des données personnelles est garantie. D'abord, c'est une administration publique. Si vous permettez. Oui. La protection des données personnelles est garantie. Oui. D'abord, c'est une administration publique qui n'a pas vocation à divulguer les informations qui ont été... Mais selon la loi, même les administrations publiques doivent s'assurer d'une protection des données. Je voudrais en venir. Oui. Il y a la CNIL, Commission nationale... qui est devenue autorité aujourd'hui. Qui est devenue aujourd'hui une autorité qui nous avait saisi et nous avons déjà fait les formalités nécessaires en cette matière-là. Toujours est-il que lorsque vous venez à la préfecture de Cotonou, pour faire établir une carte d'identité, vos données sont sécurisées. Et le préfet est en train d'installer un système qui va permettre désormais, lorsque vous déposez le matin, le soir, vous pouvez avoir votre carte, ou carrément le lendemain, ou plus en 24 heures, votre carte est établie. Ça, c'est une avancée. C'est possible. Une grande Mais le processus était long, puisqu'on dit qu'il faut qu'on puisse prendre vos empreintes, la photo et tout. C'est pas long. Mais par contre, en ce qui concerne le teint, je vois souvent mes teint noir pour presque tout le monde, là, même ceux qui ne sont pas de teint noir. Teint noir, mais nous sommes en majorité. Nous sommes en majorité noir au Bénin. Mais vous mettez marron, mais vous n'êtes pas marron, vous êtes noir. Non, regardez bien mes yeux plutôt. Ah, ok, vos yeux. Le teint, c'est bien noir. C'est bien noir. Et mes yeux, les marron. Cheveux. Et quand on regarde les cheveux aussi, peut-être j'ai sur ma joue gauche, il y a une cicatrice. Oui. C'est mentionné sur la carte aussi. Je parlais de l'avancée. La taille. La taille. Oui, chez moi, vous verrez la taille. Ça nous permet de savoir les personnes les plus coûtées, les plus élancées. Alors, je reviens sur l'innovation qui est en cours, qui consiste à ne plus déranger les demandeurs de la carte d'identité, à les dispenser des diverses tracasseries. Quand vous déposez le matin, on fait en sorte que le soir, vous ayez votre carte d'identité, ou si vous n'êtes pas disponible, que vous passez le lendemain. Que ça ne fasse plus une semaine, 2 semaines, 10 jours. Encore que là, aujourd'hui, lorsque vous déposez votre dossier à la préfecture de Cotonou, en 72 heures maximum, que vous ayez une connaissance à la préfecture, ou pas, que vous ayez pris par quelqu'un ou pas, en 72 heures, votre carte est disponible. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous déposez à la préfecture, ça passe au contrôle de la police. Le même jour, ça va à la police. Le lendemain, ça va à l'imprimerie. Malgré le nombre, malgré l'affluence, vous arrivez à traiter tous les dossiers? Oui, le préfet a donné des instructions à tous les niveaux. Lorsqu'un dossier vient à votre niveau, vous le traitez aussitôt et vous l'envoyez à l'imprimerie. Il est inconcevable que pour une carte, l'on fasse des allers-retours, des va-et-vient à n'en point fini. Désormais, quand le système sera finalisé, vous déposez le matin. Si votre dossier n'est pas bon, n'est pas authentique, on vous le dit déjà à midi. Justement, revenons un peu sur les motifs pour lesquels on peut renvoyer un dossier. Voilà, on renvoie, on rejette, c'est notre langage. On rejette un dossier lorsque la souche qui a été présentée n'est pas authentique, lorsque l'acte de naissance qui a été présenté n'est pas authentique, n'est pas valable. Comment on reconnaît l'authenticité ou la non-validité d'une pièce? Vous savez, il y a chaque commune avec ses spécialités. Les policiers sont beaucoup plus habilités à parler de ça. Mais on en recevra demain.
lorsque vous présentez une pièce et vous dites votre numéro de volet, c'est 123 par exemple, et votre année de naissance, c'est 1990, ils ont les formules pour contrôler, pour voir en votre année là. S'il y avait déjà de numéros 123. Il y avait des numéros 123 et ils ont les formules pour détecter. Et lorsque c'est comme ça, automatiquement, on détecte et on appelle les intéressés. Voilà encore une autre innovation que le préfet a apportée. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, lorsque votre dossier est rejeté, soit vous recevez un SMS qui vous informe que votre dossier a été rejeté pour tel ou tel motif, soit on vous appelle et on vous convoque pour le lendemain de venir avec la pièce qui manque à votre dossier. Revenons un peu au coût. Le coût d'une carte d'identité, c'était à 5 000 francs. C'est toujours maintenu, c'est à diminuer. Peut-être que j'ai fait ma carte d'identité il y a longtemps. Ça coûtait combien? 2400. 2400, d'accord. Commencé par le faire, ça. Donc, bonne nouvelle, ce n'est pas 5 000, c'est plutôt 2400. 2400. Peut-être que j'avais remis ça à quelqu'un qui m'a imprimé les quelques. Mais je crois que ça n'existe plus maintenant. Hein. De toutes les façons. Les personnes intermédiaires. Ça ne manque pas. Seulement qu'à la préfecture, on est en train de mettre les barrières pour éviter. Que ça coûte 2400 pour tout le monde. 2400 pour tout le monde. Et que ça sorte très vite. D'accord. Ça se voit quand même avec le plastique, mais bon, hein, on a toujours l'impression que ce n'est pas si résistant. Avant les 5 ans, si quelqu'un qui a une carte d'identité qui date de 4 ans vous fait sortir sa carte d'identité, vous vous demandez si c'est passé sous un hachoir. Non, ça dépend de comment on l'a entretenu. D'accord. Sinon, pour quelqu'un comme moi, ça peut faire 10 ans là, sans jamais se détériorer ou sans jamais se fissurer comme le cas chez d'autres personnes. On est heureux pour vous donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le plateau de Temps Savoir est terminé. Je crois que vous en savez davantage sur comment obtenir sa carte d'identité. La préfecture du littoral de Cotonou, plutôt la préfecture de Cotonou, est prête à tout pour que dorénavant, tout le monde puisse avoir sa carte d'identité dans les plus brefs délais. Merci. Et Jennifer Sachivi me fait de grands signes pour qu'on passe à la prochaine rubrique, l'expert du jour. Voilà, avec notre invité, notre expert du jour, nous allons parler de comment initier les apprenants au numérique. Est-ce un gage de développement? On en parle avec Moïse Sodokin. Bonsoir Moïse Sodokin. Saniat. Comment vous allez? Très très bien. Alors, nous rappelons que vous êtes coordonnateur Africa Code Week Bénin. D'accord, vous êtes coordinateur d'un projet qui justement accompagne les apprenants vers le numérique. Déjà, dites-nous, hein, est-ce que c'est si important le numérique dans l'éducation? Naturellement que le numérique est plus qu'important aujourd'hui dans l'éducation parce que vous n'êtes pas sans voir que d'ici 2030, près de 2 millions de jeunes et adolescents n'auront pas l'éducation numérique dont ils ont besoin pour le 21e siècle. Et spécialement en Afrique, d'ici 2030, au moins 62% des jeunes et les adolescents n'auront pas les compétences dont seront en arrière sur leur temps et surtout par rapport aux besoins de notre environnement et surtout du marché de l'emploi. Donc il est important que dès aujourd'hui nous soutenons tout ce qui est initiative qui vise à former les adolescents et les jeunes à se préparer pour le monde de l'emploi. D'accord. Donc, pour vous préparer déjà l'enfant pour le monde de l'emploi, c'est déjà très tôt l'initier justement au numérique. Mais comment est-ce qu'on le fait? Déjà, hein, il faut reconnaître qu'il y a un programme informatique qui se fait à partir de la classe de 6e pour la plupart des élèves béninois. Est-ce que c'est suffisant selon vous? C'est déjà un effort. C'est déjà un effort ce qui est fait au niveau de nos collèges, au niveau des lycées. Mais force est de constater que c'est vraiment l'informatique de base, c'est Excel, c'est Word, c'est vraiment les b.a.-ba les basiques de l'informatique. Et aujourd'hui, le monde de l'emploi et le 21e siècle nous demandent plus que ça. D'accord. Même si on en revient à ces basiques-là, hein, je crois qu'on a des personnes parfois qui sortent de ce système-là à la fin du baccalauréat, qui ne sont pas capables de vous servir saisir un document Word ou de présenter sur PowerPoint, peut-être les heures d'accès. Parce que malheureusement, dans beaucoup de lycées, il y a un programme, mais il n'y a pas l'outil informatique. Il n'y a pas de salle informatique
où quand il y a l'outil informatique, c'est qu'il y en a très peu. Et ça fait que beaucoup parmi nous, je dis beaucoup parmi nous parce que oui, le constat est là aujourd'hui, oui. on est tous passés par là où nous ne sommes pas parfois obligés d'être à 2, à 3, à 5, même parfois sur un seul ordinateur. Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour réellement l'essor de l'économie numérique comme tamponné par nous tous. C'est sûr, hein, l'économie numérique, ça commence déjà dès le bas âge, puisque si très tôt on est initié à ça, quand on grandit, on a moins de mal à s'en sortir dans le domaine. Mais déjà, comment est-ce qu'on peut accompagner ces enfants-là vers le numérique? On peut accompagner les adolescents et les jeunes vers le numérique en initiant des programmes spécifiques. À quel âge déjà pour vous est-ce qu'il faudrait commencer? Déjà à partir de 8 ans déjà, où l'enfant a déjà les capacités de l'éveil. Et vous n'avez pas savoir dans beaucoup de pays, même beaucoup de pays en Europe ou en Amérique, déjà même l'enfant dès son bas âge, il est déjà habitué à utiliser son téléphone, à utiliser les tablettes, pour apprendre, parce que ça stimule la connaissance et ça permet réellement aux enfants de se développer et d'être préparés déjà avant le collège. Donc en Amérique et dans d'autres pays, vous allez voir des enfants qui sont déjà très jeunes. Et c'est ce qui fait que vous allez entendre souvent au Japon, dans beaucoup de pays, des enfants déjà qui a innové, qui a créé, parce que déjà très tôt, l'enfant est déjà habitué. Et quand il devient au collège ou au lycée, il est déjà préparé, il est calé. Un enfant peut vous créer des applications pas possibles, qui peuvent répondre à des besoins peut-être de son âge ou de son milieu. D'accord. Maintenant, dites-nous, ramenons un peu le contexte au Bénin, parlons un peu de nos réalités. Nos conditions, on les connaît tous. Moïse Sodokin, vous avez vécu ici, vous avez étudié ici. On sait comment justement, vous êtes toujours ici. On sait comment se déroulent nos programmes scolaires. Est-ce que vous pensez que le programme tel qu'il est libellé laisse un laps de temps pour que, même si on a les moyens de pouvoir véritablement initier ces adolescents-là au numérique? Alors, je pense que c'est le moment de faire encore une fois un plaidoyer pour que le curriculum de formation dans nos lycées, collèges soit vraiment revu. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme, le curriculum de formation, de la façon dont il est déroulé aujourd'hui, ne permet pas réellement de préparer. C'est 2 heures, 2 heures d'informatique par semaine. Alors quelle informatique encore? Allons-y voir. Donc c'est vraiment pas. Donc c'est un plaidoyer pour que les autorités, le gouvernement et les décideurs puissent vraiment travailler pour qu'on puisse revoir le curriculum de formation et inclure plus de programmes d'informatique, de programmation. C'est ça qui est le plus important, de programmation, de codage pour les adolescents, pour les préparer réellement au monde, au XXIe siècle. Alors, vous proposez, vous et certaines connaissances à vous, justement, d'aider le gouvernement à atteindre cet objectif-là en attendant que le gouvernement vous retrouve et peut-être décide de généraliser. Alors, vous avez commencé par initier des enseignants au numérique. Comment l'idée vous est venue? Effectivement, l'initiative, c'est Africa Code Week. Donc, encore une fois, une semaine pour former le maximum de professeurs à l'outil informatique, spécifiquement sur le Scratch. Pas seulement des professeurs d'informatique. Pas seulement des professeurs d'informatique. Des professeurs d'informatique, des professeurs de mathématiques, des professeurs, en tout cas des professeurs scientifiques au moins, venant des lycées, collèges où il y a idéalement des salles informatiques. Donc ça, l'initiative a commencé depuis 2015 et pour cette année, nous sommes à la 4e édition. Depuis 2015, près de 1200 professeurs ont été formés au Bénin, donc formés au Scratch. Le Scratch, je vous rappelle que le Scratch, c'est un langage de programmation. Pas informé, c'est quoi le Scratch? Le Scratch, c'est un langage de programmation qui permet l'apprentissage au codage. Le codage, je vous rappelle, le codage, c'est le B.A.B.A., c'est le basique de la programmation et tout. Donc, c'est ça qui nous permet d'avoir des jeux vidéo, c'est ça qui nous permet d'avoir des applications, entre autres. Donc, l'initiative vise à former des professeurs qui, à leur tour, doivent aller former et initier des adolescents dans les collèges et lycées. Mais à la longue, qu'est-ce qui est attendu de
de ces apprenants-là? À la longue, comme le disais tout à l'heure, à la longue, ce que nous espérons, c'est déjà que ces apprenants puissent maîtriser l'outil Scratch, mais qu'ils puissent se familiariser à cela, parce que nous croyons fermement que si ils adoptent et ils se familiarisent déjà à ce outil, ça leur permet déjà d'avoir l'idée créative et de penser et de créer beaucoup de choses et surtout de se préparer pour le monde professionnel de demain. Il y a 2 ans, l'année passée, on avait formé des jeunes. Cette année, au lancement de l'initiative, ils sont venus, ils ont présenté par exemple des questions à choix multiples, des jeux de questions à choix multiples. Et c'était vraiment innovant, des jeunes mais qui ont déjà commencé à créer quelque chose. Donc ça nous a encore prouvé une fois l'importance et l'impact que l'initiative a déjà directement sur les professeurs, mais surtout sur les apprenants dans nos lycées et collèges. Cette année, c'est 272 professeurs qui ont été formés sur tous les étendues du territoire national, qui ont été invités par le ministère de l'enseignement secondaire, qui ont été formés ici à Cotonou. Et la phase de restitution a commencé aujourd'hui. Donc, ces professeurs et volontaires qui ont été formés doivent maintenant aller restituer dans les écoles d'aujourd'hui jusqu'au 31 justement, est-ce que vous êtes sûr que la restitution se fait vraiment dans les bonnes conditions? Les enfants apprennent vraiment de ces enseignants-là et ils ne sont pas plutôt en déphasage avec ce que vous donnez au départ aux enseignants? Depuis 3 ans, il y a un suivi qui est fait par rapport à l'initiative. Nous ne pouvons pas être partout quand même. Non, nous ne pouvons pas être partout, mais néanmoins, nous avons des représentants dans chaque zone qui apportent du soutien à ces professeurs quand ils ont des besoins spécifiques, des difficultés. Nous avons aussi le soutien du ministère de l'enseignement secondaire qui, après avoir invité ces professeurs-là, les rappelle à faire la gestion dans les écoles. Donc, il y a aussi, il y a 2 ans, on avait fait un programme spécifique avec une des fondations, la fondation du président Moumbedji, qui avait initié un jeu concours sur le numérique à la fin de l'année. Donc, cette année, nous espérons encore éditer la même chose parce que ça permettra à ces enfants qui auront été initiés de préparer des jeux, d'être préparés pour un jeu concours à la fin. D'accord, mais in fine, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a un lien entre initier ces jeunes-là très tôt au numérique et le développement? Peut-être leur développement et puis celui de leur communauté? Indéniablement, oui. Nous croyons que le programme a un impact sur le développement déjà de nos pays, mais surtout de l'Afrique. Parce que nous devons savoir que l'Afrique a la population la plus jeune de tous les continents. Et c'est une opportunité, mais au même moment, cette opportunité doit être saisie pour permettre de préparer cette jeunesse-là aux réalités de demain, les préparer à être préparés plus simplement au marché de l'emploi. D'accord. De tout temps, on a reproché à l'Afrique d'être consommatrice plutôt des produits locaux, de consommer ce qui vient de l'extérieur, de ne pas véritablement avoir un contenu numérique local. Est-ce que déjà, dès qu'on initie ces enfants-là, très tôt, on pourrait peut-être combler le gap d'ici l'horizon 2030, par exemple? Déjà, l'initiative ne vise pas à résoudre tous les problèmes que nous avons. Mais nous croyons que c'est une goutte d'eau dans la mer. Et ça, déjà, ça amène ces jeunes-là à s'intéresser à la production de contenu numérique. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lancement cette année, on a reçu des jeunes, et même l'année passée, on a reçu des jeunes qui ont été formés, qui ont proposé de très belles solutions. Et quelle est la suite? Est-ce que vous les accompagnez? La suite... Le tout ne suffit pas de créer. Hein? Effectivement, le tout ne suffit pas de créer. C'est pourquoi nous faisons encore une fois l'appel à la communauté numérique. Ça vous fait plusieurs plaidoyers sur ce plateau. À la communauté numérique et aussi aux autorités à divers niveaux à soutenir ces genres d'initiatives parce que ça vise vraiment à préparer les jeunes et les adolescents aux réalités du 21e siècle. Merci Moïse Sodoké. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur Africa Code Week Bénin. Avec vous, nous avons parlé de ce que initier les apprenants au numérique apporte au développement. Nous vous remercions d'être placés sur ce plateau. L'heure du journal est sacrée. Amandine Agnambossou est déjà là et nous allons démarrer la présentation du journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal.
Elles constituent les premières causes de décès dans le monde. Les maladies du cœur, un véritable problème de santé. Il est important de prendre soin de ce précieux organe vital. Un nouvel espoir pour les handicapés moteurs. Ils peuvent désormais se servir des prothèses pour se déplacer. Adieu donc les béquilles. Très prisé, le fromage à base de soja est aujourd'hui ancré dans les habitudes des Béninois. Vous allez voir, sa préparation est laborieuse. Les différentes étapes de sa cuisson dans ce journal. Centrale de l'irrigation sanguine, le cœur est plus que le centre des émotions pour plusieurs raisons. Ce précieux organe peut souffrir de nombreux dysfonctionnements. Quels sont les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et comment les prévenir? Reportage Ghislain Runkpono, Marianne Bossemendi. Le cœur, c'est un organe essentiel dans la vie de tout homme et le corps humain ne peut fonctionner en son absence. Lorsque le cœur ou les vaisseaux sanguins sont atteints d'une maladie, on parle de cardiopathie ou de maladie cardiovasculaire. Il y a plusieurs formes de cardiopathie. Il y a les cardiopathies acquises qu'on peut acquérir après la naissance, c'est-à-dire au cours de la croissance ou bien au cours de la vie adulte. Il y a les cardiopathies congénitales. C'est les cardiopathies avec lesquelles naissent les individus. Au-delà de l'hypertension artérielle qui touche un Béninois sur 4, le tabagisme et la consommation d'alcool, plusieurs autres facteurs de risque peuvent conduire à une maladie cardiovasculaire. Nous pouvons parler du diabète. Il y a la sédentarité, le fait de ne pas faire assez d'exercice physique ou de rester tout le temps sur place. Et aujourd'hui, on identifie un facteur de risque cardiovasculaire qu'est la pollution. Comme ce patient, plusieurs usagers consultent un cardiologue suite à des malaises répétés. Mais il ne faut pas attendre le dernier moment. De temps en temps que j'ai des palpitations, et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire, ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Quand on a des malaises, peut-être une douleur thoracique, quand on est un homme essoufflé, il est plus prudent et plus sage de se rapprocher d'un agent de santé qualifié pour au moins un premier examen minimum et un premier interrogatoire. L'organisme envoie souvent de petites alertes chez les enfants, ce qui nécessite l'attention des adultes. Il est essoufflé, il est tout le temps fatigué, il n'arrive pas à suivre le même rythme que les autres. Quand il s'agit de faire la lessive ou le ménage, c'est l'enfant qui traîne toujours les pas ou qui esquive. C'est pas que forcément il est paresseux, c'est pas que forcément il n'a pas envie de travailler, c'est peut-être des signes qui montrent que cet enfant a une maladie peut-être cardiaque congénitale. Si c'est un nouveau-né, les parents remarquent qu'il peut avoir du mal à téter. Et un enfant dont le poids augmente peut-être anormalement ou très vite. Mais pas de panique, les maladies cardiovasculaires peuvent être traitées. Un traitement qui commence déjà par la prévention. D'abord, il faut être de bonne humeur, éviter le stress. Faire au moins une prise de la tension artérielle, ne serait-ce qu'une fois l'an. Préférez faire les repas sans sel et quand on est à table, ajouter quelques grains de sel. C'est déjà très bénéfique pour éviter ne serait-ce que la survenue d'une hypertension artérielle. Les sucres naturels contenus dans les fruits sont plus aptes à l'organisme, à la santé que toute autre forme de sucre. Il ne faudrait pas consommer trop gras. La consommation de viande, par exemple, d'abat, de viande suffisamment grasse n'est pas bonne pour le cœur et ça fait souvent, sinon parfois, le lit de maladies cardiovasculaires. En plus d'une alimentation saine, l'activité physique est recommandée pour garder son cœur en bon état. Quelqu'un qui ne veut pas avoir une maladie cardiovasculaire, il serait bon qu'il fasse par exemple de la marche rapide, ne serait-ce que 30 minutes tous les jours. Mais si le patient ne peut pas faire 30 minutes de marche tous les jours, il pourrait faire la marche ne serait-ce que 30 minutes 3 à 4 fois par semaine. Prendre un chiffon, ne serait-ce que essuyer les fenêtres, balayer le sol, faire de la lessive, ça permet de transpirer et ça peut parfois remplacer l'activité physique qu'on n'a pas pu faire sur un terrain de sport en temps ordinaire. Malgré le coût élevé de certains médicaments de spécialité, il existe des médicaments génériques pour traiter les maladies cardiovasculaires. Toutefois, le respect scrupuleux des prescriptions du médecin et un bon suivi assurent une bonne santé du cœur.
Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. Les handicapés moteurs ou les personnes amputées peuvent désormais se déplacer aisément au Bénin, et ceci grâce aux prothèses fabriquées à cet effet et disponibles. C'est un nouvel espoir selon la sœur Marceline. Elle nous en parle au micro de Gloria Oni et Ghislain Ronkonou. Une prothèse, c'est un appareil de marche pour une personne handicapée, amputée soit à la cuisse, à la jambe. En tout cas, une prothèse remplace un membre inexistant. Et aussi, une orthèse aide un membre pour sa fonctionnalité. Le membre existe, mais on porte une orthèse pour qu'il puisse quand même retrouver sa fonctionnalité. Le prix des prothèses varie. Par exemple, cela dépend du niveau d'amputation. Si l'amputation a été faite au niveau du pied ou bien du tibia, la prothèse peut coûter 250, 350, 450 selon le type de matériel utilisé. Et si c'est au niveau de la partie de la cuisse, une prothèse peut trouver 500, 600, voire 1 million, 2 millions. Si un patient vient, il faudrait qu'on étudie vraiment s'il a vraiment besoin d'un appareil, d'une prothèse par exemple. Il y a des patients qui n'ont forcément pas besoin d'une prothèse. Les personnes âgées, une personne âgée amputée par exemple, vu son âge, est-ce qu'il pourra vraiment s'en servir ou bien on lui trouve carrément un fauteuil roulant. Mais s'il a vraiment besoin d'une prothèse, on encourage cela parce que plus il a sa prothèse, plus il devient indépendant. Il n'est plus sous la charge d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes amputées de 78 ans, 80, quand ils viennent pour une prothèse alors qu'ils ne peuvent même pas faire le pas, ou bien c'est déjà après amputation, ils n'ont pas fait la rééducation, le reste du pied, c'est-à-dire le moyon, on appelle ça, la partie restante après l'amputation est flasque, ça n'a pas de force, le patient n'a pas du tout la force pour pouvoir retrouver sa mobilité. Ce n'est pas la peine de l'encourager à porter une prothèse, sinon il va vous jeter la prothèse. Le mieux, c'est de l'encourager à rester dans un fauteuil roulant, faire ses activités, de petites choses, quoi. La majorité du matériel nous vient de la Suisse, ce qui fait que quand nous achetons le matériel, revenu au pays, transformé, vous voyez tout ce qui entre, le courant, l'électricité, tous ces intrants, tout ce qu'on utilise, c'est coûteux. Autre élément dans ce journal, le fromage à base de soja, communément appelé amont soja, est un complément alimentaire aujourd'hui très prisé des Béninois au détriment du poisson et de la viande. Mais sa préparation est laborieuse, ponctuée de plusieurs étapes. Les coulisses de la préparation du amont soja, c'est dans ce reportage signé Clotaire Aweko. S'il est une légumineuse de la famille des céréales très consommée par les Béninois de nos jours, c'est bien le soja, communément désigné en langue locale amont soja. Une légumineuse riche en protéines, en acides gras, en nutriments et sels minéraux. Le soja est une légumineuse, une très bonne source de protéines d'origine végétale qui est très prisée de nos jours dans nos contrées. Le soja, je veux parler de la culture de soja qui est aussi classée parmi les oléagineux. D'autres le classent même parmi les protéagineux, c'est-à-dire ça donne aussi bien de protéines que de lipides de très bonne qualité et très essentiels pour l'organisme humain. On y retrouve aussi les micronutriments, je veux parler de vitamines et des sels minéraux, ils sont très indispensables à l'organisme humain. Mais longue et laborieuse est sa préparation, ponctuée de plusieurs étapes. L'épluchage des pellicules, le faire moudre chez le meunier, le tamiser, l'égoutter, le presser, puis la sécher. Le découper en petits morceaux, le préparer pour en faire une bonne cuisson et y ajouter les ingrédients d'épices. Et enfin, le frire, qui est l'étape ultime de préparation qui conduit aux papilles gustatives et bon appétit et bonne digestion.
Si tu manges le hamon soja préparé par mes soins, tu y prendras goût définitivement parce que j'y mets les ingrédients d'épices nécessaires pour sa bonne cuisson. Et bien de consommateurs avertis se confient et disent que c'est mieux que le poisson. Quant aux rumeurs et autres propos tendant à épiloguer sur les méfaits de la consommation de hamon soja, l'agronutritionniste apporte le démenti. Autrefois, le soja, par exemple, était accusé de plusieurs choses où on dit que le soja donne la diarrhée, le soja n'est pas bon, le soja est à la base de ci, à la base de ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est la non-maîtrise de procédés de transformation qui conduit à ces choses-là. Le danger que le pesant peut présenter se trouve au niveau de ces pellicules. Et comment parvenir à enlever ces pellicules comme cela se doit, c'est ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut conseiller aux transformatrices pour éviter les petits soucis que le soja peut causer à l'organisme humain. Il n'y a aucune étude scientifiquement prouvée qui confirme aujourd'hui la consommation répétée. Bon, moi par exemple, j'en prends pratiquement tous les jours. C'est ce que je prends avec la bouillie les matins. Parce que je n'ai rien à foutre avec celui qui prend la bouillie avec de pâté et fait à base de blé. Celui-là, par exemple, consomme un seul groupe d'aliments. Alors que si je prends mes fromages de soja avec la bouillie, je prends déjà au moins 2 groupes d'aliments. Donc j'ai une alimentation plus diversifiée. Et moi, j'en prends tous les jours. Jusque-là, je n'ai pas encore de conséquences sur mon organisme. Mais lorsque ça deviendra peut-être une très grande quantité, je pense que ça peut avoir des conséquences sur l'organisme. Mais en attendant, il va falloir faire des recherches pour pouvoir le confirmer. Dès lors qu'aucune étude scientifiquement prouvée ne met en lumière les risques liés dans la consommation de hamon soja, les fins connaisseurs consommateurs de ce complément alimentaire ont beau jeu d'en consommer à satiété aux grandes dames des poissons, des viandes et leurs dérivés. Du Bénin au Gabon, le budget 2019 est en baisse de 3,8% après le coup de frein donné fin juin aux dépenses publiques. Libreville poursuit dans sa politique de contraction budgétaire avec son projet de loi de finances 2019 avec un équilibre en recettes et dépenses à 2806,9 milliards de francs CFA. Ce budget représente une réduction de 111 milliards par rapport à la loi de finances rectificative de juin dernier. Le projet de loi s'inscrit dans la droite ligne des 14 mesures adoptées en juin, en même temps que le projet de loi de finances rectificative. La baisse des revenus des agents publics et des effectifs dans les principales institutions, le gel des recrutements pendant 3 ans en passant par un audit de la masse salariale. Ce sont là quelques mesures prises. En revanche, les investissements devraient repartir à la hausse avec un budget en augmentation de 20% par rapport à 2018. En Angola, les autorités menacent de fermer les banques qui ne vont pas renforcer leurs fonds propres. Alors que le système bancaire angolais s'illustre par un taux de prêt non performant particulièrement élevé, le gouverneur de la Banque centrale a donné jusqu'à la fin de l'année aux établissements financiers pour respecter ses exigences. Sur les 30 établissements enregistrés dans le pays, 18 sont des banques privées domestiques, souvent associées à de grandes entreprises privées locales, tandis que 9 sont des filiales de banques étrangères. Cet effort de consolidation bancaire s'inscrit dans le cadre d'une politique qui vise à restaurer la crédibilité du système financier angolais, mais en difficulté non seulement par le copinage, mais aussi par l'effondrement à partir de 2014 du prix du pétrole. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agnambossou. La revue de l'actualité web à présent. Briser le cycle de la pauvreté et des inégalités, particulièrement en milieu rural et périurbain, c'est l'objectif du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À travers son nouveau programme de coopération 2019-2023, il vise à promouvoir une société plus inclusive et résiliente. Une société qui bénéficiera d'une croissance économique durable et partagée.
Ce programme a été élaboré également pour accroître l'approche participative entre les acteurs étatiques nationaux, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers. La cérémonie de lancement du programme Pays a été présidée par Adiatou Matisse, ministre de la fonction publique et du travail. Information obtenue sur le site Beneweb TV. La commémoration du bicentenaire du roi Guézo aura lieu du 3 au 17 novembre 2018 à Abomey. Occasion rêvée pour les fils et filles de l'Est d'Ahomey de restaurer et mettre en valeur les palais du roi Guézo. Cette commémoration sera vécue à la fois comme un bilan et un festival de la culture nationale. Un accent particulier sera mis sur la promotion culturelle et touristique du Bénin. À cet effet, une collecte de fonds a été lancée afin d'aider au financement du lancement de la célébration. Un programme de développement pour les entreprises, artistes et artisans d'Abomey sera mis en place autour des palais du plateau d'Abomey et du musée Guézo. L'ouverture des manifestations se fera en présence du président de la République, Patrice Talon. Un moment d'unité nationale pour permettre aux filles et fils du Bénin de boucher la jarre trouée. Après de longs mois, le marché de l'or sort de sa léthargie. C'est le site d'information Les Échos qui nous l'apprend. L'or a signé une 3e semaine de hausse consécutive. Le métal jaune s'inscrit à son plus haut niveau depuis près de 3 mois. Un tel enchaînement ne s'était pas produit sur le marché depuis le mois de janvier. Il a été vendu à 1230 $ l'once vendredi dernier. La hausse de la valeur de l'or serait le résultat des tensions entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'or redevient donc un repère. Le top 20 des marchés financiers africains en 2018 est connu. L'Afrique du Sud reste en tête du classement des marchés financiers africains devant le Botswana et le Kenya. Les enquêtes du groupe Absa Afrique Financial Market cette année se sont basées sur 6 critères. Entre autres, la profondeur du marché, l'accès aux devises, le contexte fiscal réglementaire et la transparence du marché, la capacité des investisseurs locaux, l'opportunité macroéconomique, la force exécutoire des contrats financiers et les positions relatives aux garanties. Les pays comme le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont aussi trouvé leur place. Le Bénin, quant à lui, n'a pas pu se positionner dans le top 20 des marchés financiers africains. Fin de cette actualité du web. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Voilà, merci à vous, Machel Botoro, pour cette revue de l'actualité web. À présent, le rappel de la météo.
Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Ce qui est sûr, c'est toujours un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. On vous retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.